On ne redresse pas un arbre tordu, un vieil arbre tordu. Tout comme un autre proverbe africain dit, tu as beau mettre un morceau de bois dans l'eau, il ne s'en transformera jamais en poisson. C'est pour dire que le régime Biya ne changera jamais. 44 ans de vol, 44 ans de braquage électoraux, 44 ans de détournement, 44 ans de scandale. Et en fin de compte, on se pose la question, jusqu'à quand ce régime restera là? Ce régime n'a produit aucun bilan, à part s'endetter pour des projets qui n'ont jamais été réalisés. Mais pour nous berner, ils ont prétexté qu'ils étaient terriblement panafricanistes, terriblement souverainistes, que Paul Biya a tout récupéré entre les mains. Mais ce qui se passe au marché, au port, en eau trouble de Douala, montre exactement le contraire. Que tout ce qui est essentiel au Cameroun n'appartient pas au Cameroun. Et tout ce qu'ils font semblant de récupérer pour le Cameroun, c'est pour d'autres personnes. La crise au port montre justement que Paul Biya a définitivement échoué et que aujourd'hui le Cameroun n'est plus dirigé. Du jamais vu dans un pays. Du jamais vu dans un pays qu'un haut cadre de l'armée qui plus est le chef d'état-major du chef de l'État Amugobete, général de son État. Cheville ouvrière de l'armée, puisque le chef d'état-major ne voit même plus Meka. Donc c'est lui qui parle à l'oreille de Biya. Il sort et il vient nous dire que Biya, le chef de l'État, a marqué un gros oui. Le haut accord. Pour que la société qui est avant, la IGS, fiche le camp et cède la place à une nouvelle qu'on appelle transatlantique. On s'est dit, ça vient de la présidence de la République. Ça vient de Paul Biya. Après une réunion au secrétariat général de la présidence de la République où tout se décide chez Ngongo. Mais après, nous voilà, nous nous retrouvons avec une autre réunion, une autre résolution. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre, Joseph John Ngouti, qui convoque non seulement le ministre des Finances, qui est supposé être la tutelle, mais aussi le ministre des Transports, pour le même port, avec le directeur du port, la directrice de ceci. Mais, et la résolution qui sort de là, c'est que le chef du gouvernement dit exactement le contraire de ce que Paul Biya dit.
Paul Biya a marqué son gros accord. Oui. Et le Premier ministre Joseph John Ngouté vient nous dire que non. C'est SGS qui continue. Et l'armée part au port pour enlever SGS, pour pouvoir installer maintenant Transatlantique. Quelque temps après, c'est le directeur du port qui dit que bon, j'accepte vraiment les directives du Premier ministre, dont je n'écoute plus Paul Biya. Vraiment, Paul Biya nous a menti. Paul Biya n'est pas sérieux. Vraiment, c'était un faux Paul Biya. Vraiment, moi je suis prêt. Hein. J'écoute les directives. Vraiment, le Premier ministre, c'est toi qui as raison. Vraiment, les instructions de Paul Biya là n'étaient pas vraies, ou bien Paul Biya dort. Mais comme tu as fait tes instructions là, donc maintenant, moi je convoque donc la réunion. Et dans la réunion là, je voudrais que, comme tu as donné les directives que c'est SGS qui continue là, bon, maintenant, je veux que Transatlantique vienne. On va couper le gâteau en deux. Transatlantique d'un côté et SGS d'un côté. Comme ça, tout le monde gagne, non? Ça, c'est les directives. Moi, parce qu'il y a vraiment un problème qu'il faut que ceci. Tu dis, hein? Donc, c'était ça les directives. Donc, lui-même ne pas encore faire d'autres directives. À quel moment on a dit que ça devait être la cohabitation de la gauche comme de la droite? Donc, on vous demande depuis de faire le gouvernement d'union nationale pour la transition. Vous refusez. Ce port de Douala que Cyrus Ngom, le PDG du port autonome de Douala, comment on dit autonome, il n'y a aucune autonomie là. C'est lui qui propose maintenant la coalition. Ou plutôt, la cohabitation. C'est-à-dire que, c'est à peu près comme si on te disait que on fait la cohabitation. Paul Biya, Issa Chiroma, on parlait d'étudier. C'est ce qu'on nous propose donc. C'est ce qu'on nous dit maintenant. Que là, il faut que ce soit transatlantique avec SGS qui ne s'entendent pas. Puisque la première société dit que, oh, moi je suis là jusqu'en 2032, voire 2035, puisque Paul Biya va encore continuer, tant qu'il est là. L'autre dit que non, non, c'est maintenant mon tour, c'est moi qui dois être là. J'ai gagné l'élection. N'est-ce pas que, oh, Clément Atarna, tu as vu comment Clément Atarna dit que c'est toi qui as gagné. Après, on va voir l'autre dit que non, 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 ce n'est pas toi. On dit que Elekam dit que c'est SGS. Derrière ça, il faut d'abord savoir une chose. Avant d'entrer dans le droit, qui fait quoi et qui dit quoi? La première des choses, c'est qu'on découvre que nos dirigeants n'ont jamais aimé notre pays. Ils ne travaillent que pour bouffer de l'argent. On parle aujourd'hui de SEF. J'ai beau vouloir défendre que oui, c'est le gouvernement qui a signé le contrat. Ah oui, magnifique. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que un contrat qui est signé en 2015, on vous dit que c'est seulement appliqué en 2022 parce qu'en ce temps, il y avait quoi? Donc, il y avait zéro contrat. Les gens travaillaient sans contrat. Donc, on dit que le contrat là démarre seulement en 2022. Donc, voilà les gens qui sont allés à l'école, qui ont signé un contrat à retardement, mais qui fonctionnait déjà. Et quand on regarde l'ancien ou le nouveau contrat, c'est là où tout contraste. Selon le contrat de la SGS, on se rend compte que, eh bien, pour le scanning d'une marchandise, où l'usager doit payer 85 000. Qui est parti signer ça? C'est Alamine Ousmane, le complice de Moutazé. C'est lui qui a signé. C'est notre port. Hein? On dit que là-bas, l'État du Cameroun qui
qui disent qu'ils servent l'État, ils servent les intérêts de l'État. L'État ne gagne que 10 000 francs. Voilà le contrat de SGS. L'autre argent n'a pas où. On dit que c'est pour les services des autres. Entre-temps, ils vont derrière, ils se partagent. Voilà pourquoi ils se battent. Pour rester là. Les nouveaux arrivent. On dit de faire une bonne proposition, même que, on va dire que peut-être que, même l'usager, peut-être on va faire que, on va faire que, peut-être les gens envoient plus de marchandises par le port de Douala, on va même faire que les pays voisins aussi ne puissent plus nous abandonner, puisqu'aujourd'hui, notre port est abandonné par la République centrafricaine progressivement. Notre port est abandonné par le Tchad. Donc, il faudrait faire plutôt une politique pour que les prix soient attrayants. Mais non, ils viennent avec transatlantique. Transatlantique part de 85 000 pour facturer à 95 000. Tu dis, bravo. Ils ont augmenté. Donc, ils ont augmenté de 10 000. Et ils disent que dedans, vraiment, ils sont très bons. Et ils vont donner 38 500 à l'État. Même pas 50 000. Tu dis que, oui, c'est nous qui sommes des patriotes. Tu dis que c'est maintenant le Cameroun qui gère son argent. Mais tu prends 95 000 et tu dis que sur les 95 000, seulement, tu vas donner à l'État du Cameroun. Donc, une autre escroquerie. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'agit des scanners. Les scanners. Vous croyez que les scanners là coûtent combien? Les scanners là, vous croyez que ça coûte 2 000 milliards? Encore que le Cameroun est endetté pour 4 000 milliards. 14 000 milliards. 15 000 milliards déjà. Non. Il s'agit des scanners. Les scanners au port, on en a vu. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ces scanners installés, c'est-à-dire que les scanners, c'est entre 200 millions. Et le must des must, c'est 1 milliard. Et du coup, la Côte d'Ivoire a installé ses scanners au port pour 2 milliards, pour 2 milliards 300 millions. Combien SGS gagne par an? Et combien de transatlantiques viendra gagner? Et ils vont vous parler de souveraineté, de ceci et cela, alors que ce sont tous des bandits. Et comme je vous le disais, ce n'est même pas le vol qui est grave, puisque au moment où je vous parle, on est sur ce scandale-là, ils ont déjà créé autre chose. Hein. Est-ce que vous savez que ils viennent de créer encore un truc avec la Chine? Encore une dette pour le port. Hein. Ils viennent de... Je vais parler de ça certainement samedi. Allons d'abord sur ce qui est préoccupant. Et même que le monde est en train de regarder et que vous devez vous poser des questions. Qui dirige le Cameroun? Y a-t-il encore un patron à bord? Quand on voit ce qui est en train de se passer, comment est-ce que le général Amougou-Bété a pu se retrouver là, en train de devenir le porte-parole du gouvernement, dans une histoire où il n'y comprend rien? Comment a-t-il fait? Cela veut dire qu'il y a des dysfonctionnements que certainement Biya ne contrôle quasiment plus rien.
Et puis, on se lève comme ça, on nous dit que Biya ne reconnaît pas ça et il a donc ordonné une enquête. Biya a ordonné une enquête. Et ça, il a chargé la DSP, la Direction de la Sécurité Présidentielle, d'auditionner qui? D'auditionner le général Amobeke, c'est-à-dire que son propre chef d'état-major particulier. Dites-moi, tu es mon chef d'état-major particulier. J'apprends que tu utilises mon nom dehors, à gauche et à droite. Tu es mon chef d'état-major particulier, c'est comme si tu es mon gars du corps. Mais, on te dire que je t'ai dit ça quand? Tu m'as vu quand? Hein? Dis-moi, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Tu vas passer par quelqu'un d'autre, tu dis que viens prendre celui, va demander à celui qui est à côté de moi là si c'est vraiment moi qui ai dit ça. Et Amourbeke arrive chez Aïvo, qui lui-même ne voit plus Paul Biya. Est-ce que vous entendez encore parler du général Aïvo? Oh, il est devenu quoi? Il a été écarté. Lui-même ne connaît plus ce qui se passe au palais. Oh, il est retraité. Il a été écarté. On dit qu'il doit aller auditionner celui qui marche avec Paul Biya, celui qui transmet les dossiers de l'armée à Paul Biya, celui qui décide de la nomination même des journaux, des généraux. C'est maintenant Aïvo qui va l'auditionner. Et Aïvo auditionne le gars. L'affaire du grand lui là. Tu dis que c'est qui? Que c'est Paul Biya qui a dit ça? Il dit oui, c'est lui qui m'a dit ça. Mais il t'a dit ça quand j'ai dit qu'il a dit oui. Mais tu vas faire quoi? Un général, avec un autre général, mais, il m'a dit, mais c'est Paul Biya qui doit dire je n'ai pas dit oui. C'est lui qui doit prendre des décisions. Donc voilà le général qui dit, donc Paul Biya lui-même ne sera. Donc, mesdames et messieurs, à l'allure où on est là, soit Paul Biya a Alzheimer, qui ne se souvient même pas de ce qu'il a dit, soit alors Paul Biya est pris en otage quelque part. Parce qu'on ne peut pas me dire que Amourbeke se fait auditionner. Il maintient que c'est Paul Biya qui lui a dit ça. Mais Paul Biya, même après avoir... Il maintient ça. Mais cependant, le Premier ministre dit que Paul Biya n'a jamais dit ça. Ngongo dit, Paul Biya a dit ça. Mondayolo dit, Paul Biya n'a jamais dit ça. Tu dis, qui est... Moutazé dit que Amourbeke n'a même pas vu Paul Biya depuis 3 mois. Tu dis, et comment il a alors pris? Il a pris ses instructions là où? Et même, ce qui est encore un peu curieux dans l'affaire, c'est les fonctionnements souvent de Paul Biya. Est-ce que Paul Biya fonctionne comme ça? Quand il s'agit des généraux, vous avez pu voir pour l'affaire de Tanganyika, boum, il a frappé. Il a envoyé le général en 2e section, et ce n'était pas la première fois. Parce que, militaire, en Chine, le matériel militaire devait être en Chine. Et Mbongo est ministre de la Défense. Il contourne donc le général, le contre-amiral Nsola, qui était attaché militaire du Cameroun en Chine depuis l'année 2005. Nsola saisit Paul Biya. D'abord, il fait des déclarations dans les médias. Ce n'est pas qu'il saisit Paul Biya. Il fait des déclarations comme non, ce n'est pas possible. Et après, il va écrire à Paul Biya que comment moi je suis ici et Mbongo est déjà en train de faire un truc qui ne le concerne pas, de machin et tout et tout. Il est en train de demander d'acheter des armes ici qui sont surfacturées, qui sont ceci, qui sont cela. Je ne peux pas exécuter ça, je ne peux pas accepter ça. Paul Biya, dès qu'il avait suivi ça, dit, c'est un général qui dit ça. Hein? Ok. Cela veut dire que le général dit, parce que Nsola, comme il est de sang éléments,
comme il est de Sarmelima comme moi, maintenant il se met au-dessus du ministre. Je vous fais comprendre qu'un Sola avait été nommé général le 11 mars 2011. 11 mars. Biya n'a pas attendu. Rien que sur cet incident-là, Biya l'a enlevé alors que Biya venait de le nommer comme contrôleur des armées. Biya, c'est-à-dire que Biya a fait de lui, en mars, contre-amiral. En mai, il a nommé contrôleur des armées. En novembre, l'incident avec Mbongo se produit. Biya a coupé la tête. Il l'a enlevé directement. Il a dit, tu vas en deuxième section, c'est-à-dire à la retraite. C'est comme ça qu'il a fini avec Nsola. Pourtant, Nsola avait même raison dans la mesure où, quand Biya va voyager là-bas, en 2000, quand Biya va voyager là-bas, il va dire que voilà, les 200 milliards de surfacturation du marché. Le marché, si, c'est la Chine qui devait financer ça. Mbongo a bloqué. Voilà ça, monsieur le président. Et puis ici, voici 100 milliards de surfacturation. La leçon, c'est quoi? Dans cette histoire, c'est que là où vous voyez les surfacturations, là où vous voyez les faux marchés, là, Biya lui-même est là-bas. Il est dedans. S'il n'est pas là, c'est que c'est sa famille. Donc, dès que tu viens pour dire qu'il y a surfacturation, il y a ceci, boum, il te coupe la tête. Que tu sois n'importe qui ou n'importe quoi, il te coupe. Or, dans SGS, il y a Motazé qui est là-bas. De l'autre côté, les Ngongo sont en train de revenir là avec les flammes de Chantal, Biya, tout. Mais entre-temps, c'est Biya qui a laissé SGS avec ces conditions-là. Vous voyez qu'on pouvait signer ça sans l'accord de Biya. Et il fait donc, où il est devenu amnésique, où il est devenu quoi? Parce que c'est inquiétant. Les Camerounais doivent s'inquiéter. Quel est ce président qui ne reconnaît pas ces hauts accords? Quel est ce haut gradé de l'armée, c'est-à-dire que chef d'état-major, qui est proche de Biya, qui intervient désormais et qui dit le haut accord? Et après les autres disent que tu mens. Tu mens. Pardon, tu mens. Tu mens. Pardon, par là-bas, tu mens. Ah! Et on m'ouvre une enquête. Dans cette lutte de clans, il faut donc savoir que toutes les vérités finissent toujours par sortir à la fin des règnes. Ce qui se passe actuellement au port de Douala devrait donc montrer à ceux-là qui disaient que Biya contrôle, que c'est le lion, que c'est ceci. Ça, désormais, ça montre non seulement que nous ne sommes qu'avec des pilleurs, des voleurs donc, mais surtout que nous sommes avec l'incompétence notoire, parce que rien que le contrat, ces contrats qu'on signe à la va-vite, ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour eux. C'est des détourneurs de fonds. C'est un État, c'est un régime voyou. Qui a raison? Dans de telles conditions, même si on vous demande entre l'œuf et la poule, quel est né, c'est exactement le débat là qui est actuellement. Mesdames et messieurs, un État qui n'a plus de tête, qui se bat comme une poule dont on vient de couper le cou, est un État qui est vers sa fin.
assistons au dernier bal du régime de Biya dans un match entre requins et crocodiles, dans un match entre le clan Gongo et Mbondayolo, dans un match où, bien sûr, toutes les lois ont été faites par des ignorants, des ignorantistes, ou plutôt des bandits à col blanc. Au nom aussi, mettons en avant la souveraineté portuaire et l'État du Cameroun via le ministère des Finances qui, à la fin, bien sûr avec le Premier ministre, semble surtout paralysé par la peur des tribunaux étrangers, parce qu'on parle de cet arbitrage international. Le Cameroun, si jamais on mettait fin de manière frauduleuse, ou on va dire inopinée de la part de l'État, il faudra payer des sommes conséquentes et le Cameroun n'a pas d'argent. Alors, est-ce que ce n'est pas, là face à un État pris en otage par un contrat peut-être mal négocié, peut-être incapable aujourd'hui de sanctionner un opérateur qui n'a pas respecté l'État des 94, 65. Écoutez, je vais vous répondre en deux temps. Oui. D'abord, du point de vue de l'analyse sociale générale, mais également d'un point de vue politique. Du point de vue de l'analyse sociale générale, j'aimerais pouvoir dire à Dr. Essoussa que les diplômes et les rangs et les records universitaires n'emportent pas toujours la connaissance et la culture. Et la connaissance et la culture n'emportent pas nécessairement la compétence, encore moins la valeur morale. Donc, il faut savoir que les gens ont pu être majors de je ne sais quoi. Quand je regarde le Cameroun, c'est le dernier pays en Afrique, l'un des derniers pays en Afrique en termes de qualité de management public. Donc, tous ces records-là, de major, de ci, major, de ça, soit c'est les écoles qui sont très mauvaises, soit c'est les gens qui ont des records dans un environnement où il n'y a rien d'intéressant. Le fond du problème que nous avons ici n'est pas du tout une question d'interprétation des textes ou de je ne sais quoi. Le fond du problème ici, c'est que nous sommes face à un État qui n'a aucune vision en matière de gestion de son pays, qui n'a aucune planification, parce que vous avez des outils de management public, et ces outils de management public, quand on ne les possède pas, on fait n'importe quoi. Vous avez lu ce contrat est un brouillon. C'est-à-dire que si un étudiant de 3e année de droit met un contrat en forme de cette façon-là, et j'ai déjà signé des centaines de contrats avec des partenaires extérieurs, si vous mettez un contrat sous cette forme, il est d'une telle médiocrité que personne ne va le signer. La seule façon... Aïe, Mojé sont à la présidence, qui entend seulement comme professeur de ceci, agrégé de ceci, en économie, agrégé de ceci. Vous lisez ce contrat, vous demandez qui l'a rédigé. Il a quand même été signé par un ministre. Donc, vous avez un problème, c'est que on peut raconter ce qu'on veut. L'annexe 3 sur le chronogramme d'implémentation de ces scanners dit, puisque c'est signé en mars 2015, qu'avant le 31 décembre 2015, les 4 scanners doivent être installés. Mais c'est du français, purée, ce n'est pas du chinois. Bon, encore que certains connaissent le chinois, mais c'est moi qui ne le connais pas, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas du chinois. C'est du français simple. On vous dit au plus tard, le 31 décembre 2015. L'installation d'un scanner, parce qu'on bavarde là, comme si installer un scanner, ça n'a rien à voir. Un scanner, lorsque vous avez aménagé les conditions, s'installe en quelques mois. Vous en avez pour 3 à 4 mois maximum. Et ceux de la Côte d'Ivoire, ça a été 3 semaines. Quand vous êtes paresseux, mal organisé, et que vous n'avez aucune capacité en gestion de projet, on peut y faire 1 an ou 2. Mais si vous êtes bien structuré, vraiment, max 6 mois, c'est installé. Et c'est pour cette raison que le 31 décembre était une date correcte, que ceux qui étaient censés installer ont accepté. Il y a une petite phrase qui s'est glissée là-dedans en disant sous réserve que le port mette à disposition du terrain. Parce que je vous dis que les gens qui ont signé ce contrat n'ont aucune idée de ce que c'est que le Cameroun. Moi, j'ai perdu 500 mètres carrés au port. Parce que le port n'a pas d'espace. Et il a fallu récupérer toute la zone de Sengue. Et j'étais dans un titre foncier de 60 hectares qui datait des années, fin des années 80. Et le port a repris ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont levés pour aller bagarrer, mais bon, il y a des bagarres qui sont inutiles. Le fait est que ceux qui ont signé ce contrat en 2015, s'ils connaissaient la géographie du port, ils n'auraient jamais signé un tel contrat. Pour une raison simple, il n'y a pas d'espace au port. Pour
Pour que vous ayez un espace au port avec le type de scanner de 2015, il aurait fallu aménager de grands espaces. Avec ce que nous avons comme matériel aujourd'hui, il en faut moins. Et ça, évidemment, le grand public, lui, ne le sait pas. Et donc, du coup, le problème que nous avons, c'est que vous avez nos outils de management public, les outils modernes de management public, qu'on n'a pas encore, que c'est des outils de tous les temps. Vous devez avoir une vision claire. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'on va faire dans ce pays. Et par conséquent, on se lance dans de tels projets et on va les faire signer. Vous faites signer un contrat par un ministre pour une entreprise qui a un conseil d'administration, qui a un directeur général. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous avez déjà entendu une histoire où on va, dans ce cas, le ministre de la Poste et Télécom n'a qu'à aller signer les contrats pour l'achat des parts friches antennes. Ce serait beaucoup plus simple. Ou alors, quand on va acheter une turbine quelque part chez Eneo, eh bien, le ministre de l'énergie s'en va signer le contrat. Ou quand on veut recruter un réceptionniste à l'hôtel Sawa, puisque c'est une entreprise publique, eh bien, c'est le ministre du Tourisme qui va signer ça. Si vous me permettez, Dr Yantiba, d'aucuns disent que justement, lors de ce contrat, lorsque ce contrat est signé, les exemples sont simples. Voilà, n'était, d'ailleurs, le docteur Soussé l'a rappelé, n'était pas parti, voilà, le port, n'était pas encore n'était voilà, n'était pas parti présente à la signature de ce contrat, et que cela, c'est-à-dire que cela respecte la loi, c'est ce que dit entre autres la loi, et donc lorsqu'il faut choisir, c'était pas Cyrus qui était DG, c'était pas Monsieur Cyrus, effectivement, et donc s'il faut encore signer, justement choisir une entreprise dans ce cadre-là, le port n'a pas peut-être son mot à dire parce que c'est l'État du Cameroun qui devrait choisir. Je ne sais pas où on allait chercher cette information, je vais vous lire quelque chose. Ouais, faisons attention. Le port autonome de Douala a été créé par la loi numéro 98-021 du 24 décembre 98. Okay. En 98, ce n'est pas après 2015, c'est en 1998. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres qui ne font rien au gouvernement et qui s'occupent des entreprises, je ne sais pas ce que le président de la République fait pour les nommer. Pourquoi il ne les nomme pas DG, par exemple? Puisqu'il se sentirait plus à l'aise. La question de fond, ce n'est pas celle-là. Je vous parlais des outils de gestion. Vous avez la vision, c'est le président qui l'impulse, mais lui-même, il est dans. Tout ça est un peu embrumé et on n'a aucune vision claire du pays. Et vous avez la planification qui devrait faire. C'est ça le niveau stratégique. On planifie. Ben, c'est le travail du Premier ministre. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne voit aucune planification. Et la programmation se fait normalement au niveau des ministères, ainsi qu'à ce niveau-là, on peut aussi faire de la projection, mais qui est très souvent relayée au niveau des entreprises et des établissements publics administratifs. Oui. Voilà comment un État est organisé. Ce n'est pas le bavardage. Mais nous ne sommes pas le seul pays au monde, il y en a 200. Et donc, on peut regarder, comme vous avez dit Kwang Yo, l'ancien Premier ministre de Singapour, on peut aller regarder chez les autres ce qui se passe. Comment ça se passe? Et là où il y a du succès, eh bien, on peut copier au moins. Pourtant, ce gouvernement et tous ces hauts fonctionnaires, ils dépensent des dizaines de milliards chaque année pour des formations. Et ils nous sortent des contrats d'une telle cacophonie que personne ne comprend de quoi il est question. Et puis, donc, vous voyez que on ne connaissait pas vraiment la géographie du port de Douala à l'époque, parce qu'on n'aurait pas signé un contrat pareil. Parce que quand vous êtes organisé, quand vous voulez signer un tel contrat, le minimum, c'est la maîtrise de la géographie. On va placer vos scanners. Ce ne sont pas des choses qui se décident après. C'est des choses qui se décident pendant la négociation. Les scanners seront placés où? Vous avez même une carte. Voici où ça sera placé. Ouais. Vous ne dites pas sous réserve que le port de Douala trouve le terrain. Bon, le port de Douala va aller trouver le terrain au bord de l'eau. Vous allez faire comment? Ou le port de Douala va aller trouver le terrain à Manokalaba. C'est pas que vous avez installé le scanner alors que les caisses sont ici, à Bonadjo et à Bonabéry. Ouais. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on arrive quand même à nous dire que notre pays mérite un peu plus de considération que ça. C'est quand même le minimum. Et puis, vous n'allez pas, sur la base d'une espèce de brouillon que vous avez signé ensemble, commencer à dire oui, mais on n'a pas pu trouver le terrain, le dernier scanner, parce qu'il fallait, le contrat courait sur 10 ans après l'installation du dernier scanner, ce qui devait se faire dans le 31 décembre 2015. Ce qui fonde la décision du port autonome aujourd'hui dit que le contrat est échu. Vous venez dire non, mais nous n'avons pas eu le terrain, on avait envoyé des correspondants en 2018, 2026, et comme on n'avait pas le terrain, on a pu installer ça en 2022. Ok.
vous voyez, il est pertinent sur la cacophonie, l'embrouillamini, l'incompétence du régime et la confusion entre les directeurs, les ministres qui deviennent directeurs, qui signent n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vous lis la réflexion de Louis Maïka. Pour faire court, le gouvernement camerounais invoque des arguments dits juridiques pour s'opposer à la décision du port de rompre le contrat du prestataire SGS. Il s'agirait d'une rupture abusive de contrat pouvant engendrer des conséquences financières graves. Examinons ces arguments juridiques énoncés et vous vous rendrez compte qu'il s'agit de l'expression pure et simple de l'impunité. Argument 1. Le ministre des Finances explique que le gouvernement est dans son bon droit de décider qui peut être là et qui ne peut pas être là. Un tel argument ne relève pas du droit, mais de l'impunité. Cela me rappelle la réponse du même ministre devant la représentation nationale face aux députés du SDF qui lui demandaient de dire quels étaient les critères pour bénéficier du fameux chapitre 94. Le ministre avait répondu impunément et sans conséquence: frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Matthieu 7, verset 7. Je veux dire que le ministre des Finances est un habitué de l'impunité et qui croit toujours pouvoir faire ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'un gongo, c'est un enfant de cœur. Hein. Argument 2, ça je dis tout simplement. Le ministre des Transports fait valoir que c'est l'entité qui a signé un contrat qui est habilité à rompre le contrat. Question. Quel est le cadre juridique qui autorise le gouvernement à aller signer un contrat dans une entité publique dotée d'une personnalité juridique? Remarquez que le gouvernement ne cite aucune loi, mais il invoque un principe. Il pourrait invoquer un autre principe qui peut le plus, peut le moins. Cela ne relève pas du droit, mais de l'impunité. Depuis 2018, il existe un cadre juridique qui régit les entreprises publiques au Cameroun et le gouvernement ne peut pas légalement remplacer le conseil d'administration d'une entreprise sans être dans l'impunité. Ce n'est pas parce qu'il y a des fonctionnaires en service au port autonome de Douala qui dépendent sur le plan fonctionnel du ministère des Finances que la hiérarchie du port ne doit pas être respectée. De toutes les façons, vous allez suivre également aussi un autre nouveau débat là entre juristes. Ce n'est pas parce qu'il y a un détachement de la police dans un établissement public que le DGSN peut s'autoriser de signer des contrats applicables à cet établissement public. En l'état actuel du droit au Cameroun, les établissements publics sont dotés d'une personnalité juridique autonome. Le directeur général incarne bel et bien cette personnalité juridique et il a aussi, au-dessus de lui, le conseil d'administration. Écoutez, au gouvernement du Cameroun. Celui-ci, ça veut dire que... c'est le camp Montazé ici. Vous ne pouvez pas vous approcher plus de 3 que vous en avez. Ça veut dire que celui qui a signé le contrat a mis tout simplement la SGS à la disposition du port. Et donc, si le port a un problème avec le fonctionnement, et ça peut arriver, c'est la même chose qui a eu à la FECAFOOT, hein. Le ministère qui recrute les entraîneurs, les sélectionneurs. La mise à disposition tardive d'un ensemble de dispositifs de scanning, il devait mettre à date, il devait déjà avoir mis 6 appareils, aujourd'hui ils n'en ont mis que 4. Ça pose problème, ça crée des surengorgements au niveau du port. Et donc, s'il y a des griefs, n'est-ce pas, à faire valoir, vous qui êtes utilisateur, parce que lorsque vous vous retrouvez dans un tel chemin, c'est-à-dire que le gouvernement a utilisé, je vais dire contracté, et entré en contrat avec quelqu'un et a mis à votre disposition, ça veut dire que vous êtes l'utilisateur. Et lorsque vous, utilisateur sur le terrain, vous constatez qu'il y a pas mal de défaillances de nature à nuire au bon fonctionnement de votre activité, vous saisissez qui de droit, n'est-ce pas, à l'effet de lui dire je ne suis plus très à l'aise ou alors mon activité n'est plus, il n'y a plus de la fluidité dans mon opérationnel avec tel acteur. Donc il me semble qu'il serait urgent, impératif et vital. Le ministre de Bigaston, tout. C'est pas un autre acteur. Même Gongo aussi. Si vous prenez sur vous, n'est-ce pas, Gongo, lui, il a fini le gouvernement, il a écarté, c'est lui tout. Vous n'avez pas signé à la base, ça crée un problème de parallélisme. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut voir. Et c'est livré à donner cette impression, que ce soit sur le plan interne,
que ce soit sur le plan externe, c'est pas bon. Je pense que nos hommes d'État, ceux qui dirigent, n'est-ce pas, notre pays, devraient davantage être cohérents dans un Merci, Monsieur Kati. décision qui sont amenées. Alors, il y a quelques jours, justement, le Premier ministre chef du gouvernement a convoqué à la primature une réunion d'urgence avec sensiblement toutes les parties impliquées dans ce dossier. Et à la fin de cette réunion, le ministre des Transports a tenu à expliquer à la presse pourquoi est-ce que le contrat avec la SGS reste d'actualité. Je propose qu'on prenne cet extrait et on reviendra avec Maître Moustapha Ngona. Le problème naît d'un contrat qui a été signé en 2015 par le gouvernement de la République, représenté par le ministre des Finances, et la Société Générale de Surveillance. Cette convention durait de 10 ans, qui devait donc prendre effet et s'achever 10 ans après. Mais à l'intérieur de cette convention, il est prévu que la validité, la mise en exploitation effective, c'est à partir du moment où on a installé le 4e conteneur. Le 4e conteneur ayant été installé en 2022, c'est de là où naît la date à partir de laquelle on peut compter les 10 ans. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté L'Oréal signe avec le contrat ayant été signé par le gouvernement, il revenait par un autre opérateur, le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité amène d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc, fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, contrat signé par le gouvernement, il doit être réalisé par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032, il va se poursuivre. Maître Moustapha Ngona, juridiquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on soit sensiblement tous au même niveau d'information? Est-ce qu'il faut comprendre que le contrat a été signé en 2015, le ministre des Transports l'a dit, la SGS est au port autonome depuis 2015, mais elle travaillait sans contrat et donc elle n'avait pas de compte à rendre à l'État du Cameroun. Enfin, qu'est-ce qu'il faut comprendre juridiquement? Vous savez, moi j'ai écouté Edmond. Sur le plan de la cacophonie qui transpire de cette situation, je suis d'accord avec lui, mais sur le plan juridique, je suis totalement en désaccord avec lui. Je m'explique. Le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun une loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et cette loi de 2017 prévoit qui est le représentant d'une entreprise publique. C'est le droit commercial. C'est le directeur général qui représente l'entreprise en question. On va dire qu'en 2015, alors 2017 n'existait pas, mais avant il y avait une loi 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise l'entreprise publique, qui prévoyait déjà que la personne qui représente l'entreprise publique, c'est le directeur général. Avant, sur le plan juridique, je suis totalement en désaccord avec lui. Je m'explique. Le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun une loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et cette loi de 2017 prévoit qui est le représentant d'une entreprise publique. C'est le droit commercial. C'est le directeur général qui représente l'entreprise en question. On va dire qu'en 2015, alors 2017 n'existait pas, mais avant il y avait une loi 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise l'entreprise publique, qui prévoyait déjà que la personne qui représente l'entreprise publique, c'est le directeur général. Avant cette loi-là, il y avait une loi de 95, je crois que c'est une ordonnance, qui prévoyait le même dispositif légal. Motazé est partout. Est-ce que le ministre des Finances a qualité pour signer un contrat concernant le port de Douala? C'est avec Ousmane Mer, qu'il faut se poser. l'ami de Franck Biya. Les textes de loi ne sont pas à but cosmétique. Parce que c'est ça le problème que nous avons au Cameroun. On parle des textes de loi, on se dit comment on a le pouvoir, comme actionnaire unique, on peut agir en lieu et place de l'entité qui a le pouvoir. Je vais faire une digression pour vous dire que dans ce pays, il y a une entreprise qu'on appelle Beneficial Life. Des avocats camerounais et des avocats de renom avaient conclu un contrat avec le président du conseil d'administration. Ils ont représenté et au moment de se faire payer, l'entreprise a refusé de payer. Ils sont allés jusqu'à la CCJA. La CCJA a dit que le président du conseil d'administration ne représente pas l'entreprise. C'est le directeur général. Nous avons une loi de 98. Nous avons une loi de 98
base 021, qui porte organisation du secteur portuaire. On vous dit qu'on doit créer des ports autonomes. C'est-à-dire c'est des entités autonomes qui peuvent... C'est des entités autonomes qui sont distinctes de l'État. L'actionnaire d'une entreprise ne peut pas signer en lieu et place de l'entreprise en question. Dès le départ, le contrat que signe l'État avec EGD, un contrat qui est nul. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous substituer à l'entreprise en question. Le patron de STV, s'il n'en est pas le directeur général, ne peut pas venir représenter STV dans aucun le cas de la signature d'un contrat. Il peut donner des instructions pour ce faire. Et le directeur général sera tenu d'exécuter les instructions en question, mais il ne peut pas se substituer au directeur général pour signer. C'est d'abord ça le premier problème. Donc au moment où M. Alamine Ousmane met signé le contrat, il n'a pas qualité pour signer ce contrat. Il ne peut pas agir à lui et place du port autonome de Douala. Il y a des activités au port autonome de Douala, et c'est la loi qui le dit, qui se relève du régime de l'autorisation. Et le scanning en fait partie. Qui a donné à SIS l'autorisation de pouvoir exercer sur la place portuaire? Le ministre des Finances, même si la tutelle financière n'a pas le pouvoir de venir donner une autorisation sur la place portuaire. Le seul qui a le pouvoir de le faire, je ne suis pas du NDPC, c'est encore le directeur général du port autonome. Il faut qu'on arrête avec la cacophonie, qu'on arrête avec cette histoire où la loi nous sert de marche-pied. Si on n'est pas d'accord avec les textes que nous avons, changez le texte en question et agissez comme bon vous semble. Mais faites-le dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Il y a une loi, il y a un décret de 2019, base 034, du 24 janvier 2019. Ce décret a été pris par le président de la République. Il précise, le port autonome de Douala, à l'article 2, est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Et l'État comme unique actionnaire, ce n'est pas l'État qui va venir agir en lieu et place du port autonome. Je poursuis. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Quand vous avez la personnalité juridique, ça veut dire que vous êtes apte à agir par vous-même. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas votre actionnaire, et c'est ça, c'est les subtilités élémentaires, même j'ai envie de dire. Lorsque vous créez une personne morale, elle est distincte de vous qui l'avez créée. Tout à fait. Elle a son propre siège social, son propre domicile qui est son siège social. Elle a sa propre dénomination qui est le nom qu'on lui a donné pour autonome de Douala. Elle a ses propres pouvoirs. Vous ne pouvez pas venir agir en ses lieux et places. C'est le droit. J'ai lu l'article 5. Le port autonome doit être placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires portuaires. Le ministre des Finances, c'est la tutelle financière. Si par les Saoudiens, même on voudrait dans cette espèce d'imbroglio à la camerounaise, dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu venir signer ce contrat même encore, même comme ce serait illégal, j'aurais compris que ce soit le ministre des Affaires portuaires qui a le ministre des Transports. Ça n'a pas été, ça n'a pas été légal. Technique. Action technique. Mais toutes ces autorités, pour les intérêts que je suis convaincu que ce sont les intérêts de la République. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la bataille qu'on assiste. C'est pas le Cameroun. L'enjeu, ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, c'est les intérêts. C'est les intérêts particuliers. Et après, une incongruité à nul autre pareil. On vous dit qu'on a signé un contrat en 2015 et que c'est en 2022 qu'on est venu installer le 4e scanner. Mais l'annexe 3 du contrat vous dit qu'on devait installer le dernier scanner le plus tard le 31 décembre. Donc le 31 décembre de l'année 2015, on devait installer le 31 décembre au plus tard. Alors, le Cameroun est un pays qui aime gérer tout dans le noir, où finalement, quand vous les attrapez, vous venez avec eux sous la lumière, leur sorcellerie devient la cacophonie. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais c'est ça qui montre aussi que c'est un État affaibli. C'est un État où on se donne désormais les coups en public. C'est un État où maintenant, carrément, les clans s'opposent et non l'intérêt supérieur de l'État. Rien à voir. On n'a qu'à regarder le taux d'endettement et de tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et on ne dira pas, bien évidemment, que quand les Ngongos viennent avec leur société transatlantique, que c'est pour sauver le Cameroun, bien au contraire. C'est pour encore mieux déplumer, c'est encore pour mieux piller, c'est encore pour mieux faire jouer la fuite des fonds publics. C'est pour faire entrer les armes, c'est pour faire entrer tout ce qu'ils veulent aujourd'hui
pour déstabiliser ou alors pour récupérer le pouvoir. Ils savent que ça se joue au port. Ils savent que celui qui va maîtriser le scanning, celui qui va contrôler le scanning, bien évidemment, va contrôler l'entrée des armes, va contrôler l'entrée de beaucoup de choses et va également contrôler même ce qu'on appelle tout simplement les autres pays. Parce que même si aujourd'hui, la République centrafricaine est en train de partir petit à petit encore le Tchad, mais qu'à cela ne tienne, ces pays jusqu'à présent continuent bien évidemment à utiliser les ports de Kribi, les ports de Douala, qui sont devenus aujourd'hui des endroits où on est en train de faire du véritable catch gouvernemental. Et pendant qu'on y est d'ailleurs, voilà le même gouvernement qui va prêter de l'argent à gauche et à droite, qui a fait un budget. Et nous sommes là, on nous dit que Cyrus Ngo a rapporté ceci, oh le port marche très bien, oh c'est ceci, on voudrait bien applaudir. Mais comment comprendre que pendant qu'on nous dit que le port produit beaucoup d'argent, mais à l'instant où je vous parle, le port de Cyrus Ngo est parti encore prendre 600 milliards de crédits en Chine. Je vais trouver le communiqué d'ailleurs. 600 milliards. On nous a dit que le port produisait, oh yo, maintenant ceci et cela. Le port de Douala vient de rendre public un partenariat d'endettement avec la Chine pour plus de 600 milliards de francs CFA. Dans la construction d'une centrale électrique pour le port de Douala. Construction d'une centrale électrique encore. Dans les centrales là, maintenant le port, l'argent que vous produisez là, vous partez d'abord vous endetter pour 600 milliards. Hein. 600 milliards pour une centrale électrique qui, quand on le regarde, on voit bien ce montant est bien plus élevé que celui lié à la construction de la centrale électrique de Lompangar, qui est destinée à alimenter une bonne partie de la demande en électricité au Cameroun. C'est-à-dire que Lompangar qu'on est parti construire là, on a dit que ça allait alimenter tout le Cameroun, au moins à 40%. C'est ce qu'on nous a dit. Et on vient maintenant construire une centrale. Voilà Cyrus Ngo. Quand on dit qu'il est quoi, machin, souverainiste, il veut ceci et cela, il va prendre l'argent en Chine. 600 milliards. Qui va rembourser ça? 600 milliards. Rien que pour la centrale électrique qui ne s'occupe que du port. Celle de Lompangar devait s'occuper de tous les ports. Hein. Et puis, de plus de 40% du territoire camerounais. Comment on peut expliquer que celle du port de Douala soit presque le double du prix de Lompangar? Comment vous expliquez ça? Ngongo, c'est... Ngongo et sa mafia. Les Cyrus Ngo, c'est la mafia. Et c'est ça que les Djamago du droite, ils veulent couvrir. Oui, certains peuvent bien dire que le directeur du port, oui, est habilité à signer ceci et cela. Mais regardez cette gestion chaotique. Ils disent que c'est la souveraineté, l'entreprise et ceci. Le port sec, quand ils ont pris ce port sec là, c'est 50 milliards. Ils ont installé des Israéliens là-bas. Vous dites que vous êtes souverain, vous êtes autonome, vous avez fait beaucoup d'économies. Vous partez chercher l'argent en Chine. Et même votre entreprise, je vous ai dit la dernière fois, que leur entreprise là, soi-disant, transatlantique, que c'est une entreprise nationale. Son siège social est où? Ce n'est ni à Douala, ni à Yaoundé, ni à Bafoussam, ni quelque part au Cameroun. C'est en Islande. En Islande. En Islande. Qu'est-ce que le Cameroun, qu'est-ce que le port de Douala a allé chercher le siège social en Islande? Est-ce que nos marchandises viennent d'Islande? Ou bien est-ce que l'Islande nous a même donné un crédit? Nous avons quel rapport avec l'Islande? Est-ce que... Qui parle même... Je ne sais même pas quelle langue ils utilisent là-bas.
Vous connaissez qui parmi vous est allé en Islande? Vous voyez les bandits là. Ils cherchent toujours des rares pays pour aller installer leurs choses là-bas. Ça, Biya doit partir, c'est tout. Que Biya parte avec sa mafia. Non, Biya égale mafia. C'est un régime qui n'est constitué que de malfrats, des rats. C'est-à-dire que vous regardez un régime où à peine 5 ministres pourrissent toute l'atmosphère. On croirait que le Cameroun n'a que 5 ou 10 ministres avec Ngongo. Hein. Et il y a même des ministres que vous ne connaissez pas les noms. D'ailleurs, sur ce gouvernement-là, si on vous demande là, je dis là que je vais faire gagner des gens là des prix, que donnez-moi le nom, les noms de 30 des 70 ministres de Paul Biya. Je ne suis pas sûr que quelqu'un saura. Mais dès qu'on va vous dire que le régime Biya, vous entendez les mêmes noms. Oh Mbondayolo, oh Ngongo, oh Motaze, oh Nganou Djoumessi, oh Ketia Cortez, oh mais